Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Michel Salofkost. Homme de réflexion et d'action, artiste humaniste, cofondateur du Club de Budapest, de l'Université intégrale et de Design Me a Planet, que nous recevons aujourd'hui pour son livre « Trouver son génie ». Valoriser ses talents et construire son projet de vie. Alors c'est édité chez Guy Trédaniel. Alors l'énergie de Michel Salofkost, vous le verrez, défie toute norme. Après la fin de l'histoire et la mort des idéologies, la fin des croyances et des révolutions, il nous fait entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir de l'éros, du retour aux interrogations fondamentales essentielles, du renouveau des rêves et des idéaux, de la réalisation et des engagements individuels et collectifs. Notre émission représente ce changement des manières de voir, de penser et d'agir, hors des dogmes nous mettant en lumière des gens ordinaires ou extraordinaires, aux idées et aux comportements simplement humains, doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes, les créateurs de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure, car ensemble tout devient possible et que le changement, c'est maintenant. Bonjour Michel Salofkost. Alors attention, cet homme comprend le monde et s'engage pour l'améliorer, le faire évoluer. Il nous ramène au questionnement essentiel sur ce qu'est le vrai, le beau, le bon, le juste. Comme le disait le général de Gaulle, dans les temps faciles, les esprits organisés mécaniquement suffisent. En temps de crise, il faut du sentiment, en plus du génie. Alors aujourd'hui, c'est de cela que nous allons parler. Du génie, comment trouver son génie, comment trouver et valoriser le génie des autres et quoi faire de tout ce génie. Alors, qu'est-ce que le génie ? Ah, ça c'est une bonne question. En tout cas, merci de cette introduction. Je ne sais pas s'il y a encore grand-chose à dire parce que tout est très bien résumé là. Alors, qu'est-ce que le génie ? Je crois que le génie, c'est cette singularité qu'il y a en nous, cette dimension unique. Et c'est un grand oublié, parce que quand on regarde dans l'histoire, les hommes se sont concentrés sur des tas de choses, sur les étoiles, sur l'eau, sur la manière de faire des mathématiques, on pourrait faire le tour des sujets que l'homme a touchés, a développés, mais finalement, quand on regarde, on peut se demander s'il n'est pas passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui-même. Et c'est lui-même dans ce qu'il a de plus singulier, c'est-à-dire la singularité de chaque individu. Mais alors c'est quoi ? C'est l'ego, c'est la personnalité, c'est la même chose, c'est différent. Alors justement, c'est pas tout à fait ça. Bon, d'abord, il y a l'humain en tant qu'espèce qui a son propre génie, et c'est un animal très particulièrement génial, au sens créatif du terme. Donc il y a l'espèce qui est déjà son propre génie. Mais ce dont je parle surtout dans ce livre, c'est de trouver son génie singulier, c'est-à-dire le génie de chacun d'entre nous. Alors on est unique jusqu'au bout des doigts. Il suffit de regarder une empreinte, voilà, on est unique, chacun de nous est unique. Et toute sa vie, on apprend des tas de choses, on apprend comment faire du vélo, on apprend à lire, on apprend à écrire, tout ça. Mais très rarement, on s'intéresse à cette personne avec qui on va passer toute sa vie, qui est nous-mêmes. Et même, on en a honte très souvent, parce qu'on est un peu différent, on essaye de cacher. On dit, Et on peut passer toute une vie en passant à côté de soi-même. Alors comment fait-on pour ne pas passer à côté de soi-même ? Alors quelle est cette spécificité, ce génie que l'on peut finalement revendiquer, qu'il nous faut revendiquer, et puis on verra pourquoi le revendiquer. Oui, alors peut-être, avant qu'on sache comment, peut-être c'est intéressant de savoir pourquoi, et d'augmenter la motivation de nos auditeurs quant à trouver son génie. Il faut se rendre compte qu'il y a une grande carotte, c'est le cas de le dire, c'est que quelqu'un qui a trouvé son génie, par exemple dans ces tons de chômage aujourd'hui, beaucoup de gens sont au chômage, sont très
sont très soucieux par rapport à l'avenir, trouver son génie, c'est la meilleure garantie anti-chômage. Parce que quelqu'un qui a trouvé son génie, il crée tellement de valeur, il présente tellement d'intérêt, qu'au contraire, il n'arrive pas à suivre tellement il y a de demandes, etc. Vous voyez ? Donc, une manière fantastique de renverser la situation actuelle de crise, c'est déjà que chacun trouve son génie. Mais alors, en plus, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. C'est que, quand on regarde, il y a même un des plus grands médecins au monde, dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui faisait une phrase que j'ai découvert d'ailleurs après avoir écrit le livre, donc je ne l'ai pas mis dans le livre, mais qui expliquait en une phrase que finalement, quelqu'un ne tombe malade, enfin que toute maladie ne peut être la mesure de l'éloignement de cette personne de lui-même, en fait. On tombe malade de ne pas avoir trouvé notre génie, en fait. Donc d'un côté, il y a une grande carotte qui est, si vous trouvez votre génie, vous resplendissez, vous êtes heureux et vous trouvez beaucoup de travail, même tout le monde vous demande des tas de choses. Et puis d'un autre côté, si vous ne trouvez pas votre génie, eh bien vous allez être malheureux, vous allez être mal, vous allez être amoindri et vous allez même développer des maladies. Donc, si vous voulez, tiraillé, on se sent pas bien, on se sent pas utile, on se sent décalé, comme on dit, on est à côté de ses pompes et tout ça. Et c'est bizarre parce que, si vous voulez, la carotte est énorme et le bâton est très gros aussi, mais la plupart des gens, et alors c'est une révolution dans l'éducation, parce que si vous voulez, c'est toute une nouvelle approche de l'éducation, mais c'est vrai que la plupart des gens jusqu'à maintenant, au fond, passaient à côté de leur génie. Et beaucoup de personnes, toute leur vie, avaient appris des tas de choses, y compris, il y a des grands savants qui sont, au sens savant, sachants, des grands sachants, mais qui passent à côté de leur vie, qui passent à côté d'eux-mêmes. Alors je parle pas des grands génies comme Einstein, qui sont, par définition, des gens qui, justement, ont trouvé leur génie. Mais vous avez beaucoup de gens qui ont... Pourquoi il est génial, d'ailleurs, Einstein ? Alors, Einstein, il est génial, comme Picasso, il est génial, ou comme... on peut prendre dans tous les domaines, lorsqu'il assume sa singularité. Einstein, il assume sa singularité. Et l'air de rien, je dis ça, c'est facile à dire, mais je pense que tout le monde le pressent un peu, c'est en fait extrêmement difficile à vivre. C'est tout de même, ça présente un risque, parce que vous avez évidemment, pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas trouver leur génie, parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils n'osent pas affirmer leur génie, parce qu'évidemment, ils vont être différents, et que le différent va être rejeté. Et ils n'ont pas complètement tort, parce que là, il faut voir aussi les opportunités, les risques de ne pas trouver son génie. Mais il y a aussi tout de même des difficultés dans ce cheminement, comme par exemple, affirmer son génie, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir une vie facile. Alors, ceci dit, il faut pas dans un premier temps. Après, oui, voilà, c'est ça. C'est pas non plus. Il va falloir batailler. Il y a une sorte de bonheur intérieur, ça, d'avoir trouvé son génie, parce qu'on rayonne de l'intérieur, etc. Mais vous avez, par exemple, je parlerai de Jésus-Christ. On peut pas dire qu'il n'ait pas trouvé son génie. Jésus-Christ, c'est typiquement quelqu'un qui a trouvé extraordinairement son génie, qui s'est affirmé d'une manière incroyable, d'une manière extraordinairement originale. Et il lui arrive tout de même des broutilles, c'est un peu embêtant. Il a mal fini quand même. Voilà, c'est ça. Mais alors on voit aussi l'autre aspect de trouver son génie, c'est que même quand vous finissez mal comme Jésus-Christ, on peut difficilement plus mal finir que lui, eh bien vous survivez à vous-même. D'ailleurs, c'est l'image de la résurrection. Parce que, en fait, votre génie vous donne la vie éternelle. C'est vrai que les hommes qui ont trouvé leur génie sont restés dans la mémoire de l'humanité. Donc, quelque part, il y a certains d'ailleurs génies l'ont très bien dit, il faut mieux vivre sa vie intensément et vivre pleinement son génie, et peut-être vivre moins longtemps, que de passer tout au long de sa vie. D'abord, c'est très ennuyeux, c'est très long, toute une vie à passer à côté de son génie. Et puis, finalement... Et puis, ça sert à rien. Et puis, ça sert à rien, voilà. Alors vraiment, trouver son génie, c'est donc très important. Et, alors, je ne sais pas par quel mystère, peut-être l'humanité n'a pas encore complètement atteint sa pleine humanité, mais vous n'avez pas d'école pour trouver votre génie. On vous apprend pas prévu par l'éducation nationale ni le système scolaire. Voilà, c'est pas prévu par l'éducation nationale. Moi, j'ai été extrêmement surpris parce que quand j'étais tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'avais une tendance à m'intéresser à ces questions-là, y compris chez moi, mais aussi chez les autres. Et j'ai toujours été, moi je dis toujours, il y a des gens passionnés par les papillons, moi je suis passionné par les génies.
Toute ma vie, j'ai été avec des génies. Et je dois dire... Vous en avez côtoyé un certain nombre. Oui, c'est ça. Mais c'est vous l'êtes parfois, même vous-même? Alors, moi, je pense que j'ai le génie du génie. Je dis souvent ça, parce que à force de faire mes stages, où je le fais avec les participants, parce qu'on fait des stages, des séminaires, des stages, enfin des... Pour trouver son génie Pour trouver personnel. son génie, voilà. Alors donc, régulièrement, je trouve mon génie, puis de temps en temps, il y a les participants qui disent « Et toi, t'as trouvé ton génie ?» Et alors, puis j'avais un blanc, parce que je savais pas trop si j'avais trouvé mon génie, moi. Et puis alors à la fin j'étais triste, un peu l'arroseur arrosé, je me disais mais est-ce que j'ai vraiment trouvé mon génie? J'arrête pas d'aider les autres à trouver leur génie et tout ça. Et puis à ce moment-là, au bout de 10 stages, j'ai eu l'éclair. Je me suis dit mais en fait mon génie c'est d'aider les autres à trouver leur génie. Voilà mon génie, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Catalyseur, voilà, vous faites émerger ce maïoticien du génie. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est sans doute un de mes génies, parce que alors, la caractéristique du génie, c'est d'abord que très souvent, c'est comme votre empreinte, c'est pas quelque chose que vous fabriquez artificiellement, vous l'avez dès votre naissance. Enfin, c'est très naturel. Il y a une très belle citation que vous mettez en exergue dans le 3e chapitre qui s'appelle « Trouver son génie » de Dick Richards, alors qui nous dit « Votre génie n'est pas ce que vous aimeriez qu'il soit, il est ce qu'il est ». Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le problème un peu d'ailleurs. C'est une des difficultés de trouver son génie. C'est un peu le nez au milieu du visage. Vous regardez, alors où est mon génie? Où est mon génie? Les autres en général, sauf qu'en général ils ne s'intéressent pas non plus tellement à ça, mais en tout cas dans le livre, je le dis très souvent, il faut s'aider des autres parce que c'est comme si votre nez, vous avez beaucoup de mal. Où est mon génie? Où est mon génie? Vous louchez, vous essayez de revoir votre nez, vous ne le voyez pas. Pourtant, c'est le nez au milieu du visage. Tout le monde le voit, mais vous le voyez pas. Alors, ça veut dire c'est vrai que le génie est un peu comme le nez au visage. Tout le monde le voit, votre génie à vous, ou en tout cas, ils ont une idée. Mais par contre, vous le voyez pas. D'ailleurs, ça fait rire les autres. Très souvent, c'est une des choses qui fait rire les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le génie fait rire aussi. Très souvent. Parce que ça fait une sorte de décalage entre la personne... Que disait justement Cocteau à ce propos? Alors, Cocteau, il parlait de ça, il disait très bien, il disait justement, vous voulez trouver votre génie. Bon, c'était un des plus grands, Cocteau, c'est vraiment un des plus grands génies du XXe siècle. Ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas connu, lui, parce que je pense qu'on était... il a dû mourir à peu près au moment où je suis né, mais peut-être que je suis sa réincarnation, en fait. Alors, il y a aussi ça, les génies se réincarnent. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est pour une autre émission. Mais... en tout cas, Jean Cocteau disait quelque chose qui s'est avéré pour moi très juste, et dans mes séminaires, c'est ce que tout le monde vous reproche, gardez-le précieusement, parce que là est votre génie. Et ça, cette phrase, elle est extraordinaire, et c'est un des traits du génie, c'est que, premièrement, c'est très souvent ce qu'on vous reproche, parce que justement, les autres sont beaucoup dans le mimétisme. Donc, quelqu'un qui est singulier, on aime bien en quoi il ressemble aux autres, mais ce en quoi il est singulier, ça gêne. Alors donc, en général, le génie, c'est ce qu'on vous reproche. Et alors d'ailleurs, c'est là où l'éducation doit être complètement renversée. Parce que si vous voulez, en fait, toute l'éducation, ça consiste à raboter le plus possible le génie, ce qui dépasse. Alors qu'au contraire, on sait aujourd'hui, mais par des tas de recherches psychologiques et tout ça, que quelqu'un... s'il essaie de s'améliorer, par exemple s'il est mauvais en maths et qu'il essaie de devenir un bon mathématicien, il ne pourra jamais, même avec des efforts considérables, devenir qu'un mathématicien médiocre. C'est pas sa sphère de génie, d'expression, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, s'il a, je sais pas, le plaisir de la pâte à modeler, de modeler des choses, et que depuis tout petit, pour lui, c'est son talent, etc., et bien là, si par contre il cultive cette singularité, qui cultive le fait de faire du pain, ou qui cultive le fait de faire des mathématiques s'il est génial en mathématiques, alors à ce moment-là, s'il y a vraiment déjà un bon terreau, si déjà il y a cette singularité qui est forte, alors s'il travaille dessus, alors là il peut devenir extraordinaire. Donc il faut trouver, alors justement on va voir un petit peu comment trouver son propre génie. Déjà il y a l'autre qui est important, parce que c'est quelqu'un qu'on peut interroger, l'autre,
vis-à-vis de soi, l'image qu'on peut dégager, sa singularité, comment elle est perçue par les autres. On verra, il y a un certain nombre de petits exercices pratiques dans le livre, donc on incite fortement nos auditeurs à acheter, où ils peuvent justement faire cette démarche à la fois à titre personnel ou en posant des questions aux autres pour trouver leur sphère de compétences, d'expression, et finalement on peut dire leur sphère de génie, c'est leur sphère de bonheur dans laquelle ils vont s'exprimer, être bien. Voilà, alors l'autre, il est à double tranchant, parce que comme je l'ai dit, comme on vient de le dire, il peut être aussi le castrateur, il peut être celui qui vous éloigne de votre génie. Mais l'avantage de venir faire, par exemple, un séminaire Trouver son génie, c'est qu'on va avoir des personnes autour de vous qui sont intéressées par cette question. Et donc, ils sont positifs, et ils ont envie de découvrir. Et de vous aider, et de vous aider en même temps. Et ça, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé aussi, qui est un des plus considérable. Et je pense, alors là, ça touche vraiment l'éducation et même l'éducation nationale. Ça, c'est une clé pour le futur de la France, qui a vraiment besoin de ça aujourd'hui. C'est que quelqu'un qui a trouvé son génie, il est heureux de son génie, il va accepter le génie de l'autre. Il va être beaucoup plus ouvert à la singularité de l'autre. Quelqu'un qui s'est coupé de son génie, il va être très critique par rapport au génie de l'autre, il va être constamment castrateur. Donc si vous voulez, non seulement la personne qui trouve son génie se fait du bien à lui-même, mais aussi il va faire énormément de bien autour de lui. Il va révéler les autres. Bon, moi j'ai eu la chance de vivre avec plusieurs génies. Par exemple, un des plus grands génies de la deuxième partie du siècle, c'était Andy Warhol, qui a fait à la fois des films, des peintures, tout ça, dont les œuvres aujourd'hui sont parmi les plus chères au monde. C'est triste parce qu'à l'époque, j'étais tout étudiant, tout ça, donc j'aurais pu lui demander un tableau, mais je ne savais pas où le mettre. Donc quand il m'en a proposé un, je lui ai dit non. Bon, je serais millionnaire aujourd'hui si j'avais accepté le tableau qu'il voulait me donner. Mais en tout cas, ce que j'ai adoré chez Andy Warhol, et c'est pour ça que j'ai toujours adoré être avec des génies, c'est que c'est libérateur. Un autre génie que j'ai... C'est valorisant. Il se met à votre portée. C'est même pas valorisant, parce que, bon, en l'occurrence, j'osais pas dire à mes parents que j'étais copain avec Andy Warhol, parce que tout de même, il n'avait pas au vivant une très bonne image, comme beaucoup de génies. Mais, je suis pas sûr. Mais par contre, je sais que c'était quelqu'un qui vraiment, je sentais qu'il m'acceptait tel que j'étais. Et qui m'aimait dans ma singularité. Et le regard qu'il jetait sur toutes les choses était singulier. Et c'est ça qui fait que brusquement la vie devient magique. C'était une acceptation du monde, de l'autre, sans jugement. Sans jugement et dans une sorte d'émerveillement de la beauté singulière de chaque chose. Alors il y a une autre personne que j'ai adorée aussi, que j'ai pas connue, mais que j'ai beaucoup fréquenté moralement, enfin à travers ses livres et tout ça, c'est Krishnamurti, qui le disait évidemment très très bien. Une autre personne extraordinaire qui est pour moi et qui est considérée par beaucoup comme le plus grand philosophe de la deuxième partie du XXe siècle, c'est Gilles Deleuze. Et Gilles Deleuze, il a travaillé toute sa vie sur cette question de l'altérité, de la différence. Et je crois que cette question de l'altérité, de la différence, du singulier, elle est capitale pour notre époque. Et je crois que contrairement aux autres époques où finalement affirmer sa singularité représentait des grands risques, aujourd'hui dans notre époque très particulièrement, il y a une sorte de renversement. Parce que le monde est de plus en plus mobile, parce qu'il faut être créatif pour s'adapter, etc. Ça devient une sorte de condition sine qua non de survie que de révéler son génie. Parce que vous voyez, par exemple, 90% des métiers de demain sont inconnus. Bon. Alors quand on connaissait un siècle à l'avance les métiers de demain, quand les connaissances ne bougeaient pas pendant 1000 ans, révéler son génie, c'était un luxe. C'était vraiment un luxe, c'était l'hyper-luxe. Il y avait une personne par siècle qui révélait son génie. Bon, en général, l'humanité, après l'avoir tenté d'effacer, découvrait que c'était absolument génial, repartait à ses traces, mais c'était très difficile, et puis c'était pas obligatoirement très positif. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le monde, il est tout à créer.
il faut des génies partout. Les gens qui ne sont pas de génies, on n'a plus grand-chose à leur faire parce que les robots vont le faire. Enfin, je veux dire, les robots, ça va tout de même nous confronter à ça. Soit vous êtes génial, soit le robot peut le faire. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans une émission précédente sur les différents scénarios d'évolution du monde où vous pouvez montrer ça. Donc si nos auditeurs veulent aller revoir cette émission qui est absolument enrichissante et qui montre cette évolution du monde sur plusieurs siècles, son accélération actuelle, ce vers quoi elle peut tendre, à savoir le modèle holomorphe, et comment ce modèle holomorphe passe par ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui, c'est-à-dire la découverte de notre génie propre, du génie individuel, du génie de l'autre, du génie collectif, et se placer dans une optique de valorisation d'un côté positif, on va dire. Exactement. Alors le génie individuel, puisque vous parlez de ça, aussi fait référence ou rentre en résonance avec le génie collectif. Par exemple, on peut se poser la question aujourd'hui, moi-même j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour des entreprises, et d'ailleurs on en a parlé la dernière fois, c'est le génie d'une entreprise, la singularité d'une entreprise. On voit bien d'ailleurs, et c'est très positif, que les entreprises comme les individus, je regardais dans le métro la manière dont les gens sont habillés aujourd'hui par rapport versus il y a 30 ans, il y a eu une évolution extraordinaire dans la capacité des individus à s'exprimer dans leurs vêtements. Bon, c'est un peu superficiel apparemment, mais c'est très profond, parce que ça veut dire que les personnes osent s'exprimer, vous voyez, et on le sent dans tous les domaines, ça. Alors, est-ce qu'elles s'expriment véritablement? Est-ce qu'elles créent leur propre identité? Ou est-ce qu'elles s'adaptent uniquement au code de leur catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle, en épousant chacune des marques et des codes de ces catégories? Alors, si vous voulez, je pense que on est encore dans une période intermédiaire. Hein. On est un peu dans la fin de l'ère précédente et pas encore complètement la nouvelle ère. Mais, si vous voulez, comme disait un ami, alors qui était encore plus âgé que moi, qui me disait, mais non, c'est pas possible. Qui est décédé. Mon génie, c'est l'humour, peut-être. Qui est décédé depuis, mais qui était un grand consultant et qui avait travaillé au début du siècle. Et il me disait, tu sais, au début du siècle, c'était très simple le marketing parce que les gens ils portaient des chapeaux, on pouvait adapter l'offre avec le chapeau. Donc tu avais le béret, le haut de forme, et entre les deux, il y avait le béret. Le haut de forme, j'ai oublié les... Et puis le chapeau melon. Non. Voilà, le melon, voilà, exactement. Tu vois, le melon. Et donc, il y avait les trois chapeaux. Et donc, les gens, c'était d'ailleurs dans le métro, dans les trains, il y avait les trois classes. Donc, en première classe, il y avait des hauts de forme. En deuxième classe, c'était les melons. Et puis en troisième classe, qui existait à l'époque, il y avait les bérets. Bon. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point, sociologiquement, la société s'est complexifiée. Et effectivement, la mode est rentrée là-dedans. À l'époque, il n'y avait pas tellement de mode. Enfin, c'était une mode qui variait très lentement. Petit à petit, les modes ont évolué de plus en plus rapidement. Et tout ça a tout de même l'occasion pour chacun de s'exprimer. Et c'est vrai que ce qui m'a surpris à partir des années 90, et c'est mesuré sociologiquement, parce qu'en même temps, à l'époque, j'ai travaillé dans un des principaux instituts qui fait les sondages, les études sociologiques, et on voyait apparaître, évidemment, les gens qui suivaient la mode, les codes et tout ça, mais aussi de plus en plus de gens qui introduisaient, tout en suivant les modes, des petits codes personnels. Et ça, pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer la société? Oui, enfin, on le voyait dans des petits détails. Par exemple, maintenant ça s'est généralisé, mais vous voyez, par exemple, vous vous habillez très strict. Maintenant, ça paraît tellement banal, mais à l'époque, c'était complètement nouveau. Il y avait des chefs d'entreprise qui arrivaient en costard, 3 pièces, etc. Sauf que quand vous regardiez, ils avaient une petite montre de Mickey. Vous voyez, donc, ils décodaient, il y avait le code général, bon, le conformisme, et hop, ils avaient un petit détail qui allait décaler l'ensemble. Bon, ça s'est généralisé. Maintenant, de plus en plus de personnes font ça. C'est une manière pour eux d'exprimer leur liberté. Alors, trouver son génie, alors, comment on fait en pratique ? Après, on verra ce que ça implique dans notre relation à l'autre, de notre relation au monde, et puis à cette nouvelle civilisation et société en cours de mutation. Alors, comment on fait pour trouver son génie? Il y a un processus, une méthode. Comment on fait pour se connaître? D'abord, il faut dire que trouver son génie, c'est vraiment...
c'est beaucoup mieux que de gagner au loto. Hein. Au gagner au loto, c'est très trivial à côté, tandis que trouver son génie, c'est vraiment trouver la poule aux œufs d'or. C'est se transformer soi-même en poule aux œufs d'or. Donc à quel point de vue? C'est tout de même extraordinaire. C'est tout de même le fait de savoir que vous n'avez même pas besoin d'aller prendre un ticket de loto, mais qu'il suffit d'acheter ce livre, et que contrairement au loto, vous êtes sûr de trouver la poule aux œufs d'or et de devenir multimillionnaire. Je trouve que vraiment tout ça pour combien, je ne sais plus combien, mais c'est à peine 20 €. Enfin, c'est une chose extraordinaire. Il faut tout de même le dire. Bon. Alors, maintenant que j'ai fait cette... Michel Salofkost, le génie du marketing. Non, les ficelles sont trop grosses. Maintenant que j'ai fait cette petite introduction. Alors maintenant, ce trésor extraordinaire, évidemment, si vous pensez que je vais vous le dire à la radiographie... Donnez-nous quelques pistes. Le courbe, déjà, je le vends pour 22 €, ce qui est un scandale absolument. Bon, alors... Non, mais je vais vous donner tout de même quelques pistes. Alors, la première chose, on l'a déjà dit, et déjà je vous ai donné d'ailleurs par inadvertance, j'ai déjà perdu mon fromage, tel le corbeau dans la fable de Fontaine face au renard. Parce qu'en fait, c'est vrai que le génie, d'abord, une des choses qui est extraordinaire et difficile, c'est que c'est facile. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression, le nez au milieu du visage, parce que c'est ce qui en vous est naturel. Alors, une manière de trouver son génie, c'est de se dire, par exemple, si j'étais très riche, et si j'allais mourir dans 1 an, parce que comme ça, vous supprimez 2 barrières. Beaucoup de gens disent, ah ben non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, parce que ça va demander des moyens. Ou alors, ils disent, ah oui, non, mais je vais pas pouvoir faire ça, parce que il faut que je pense à mon futur. Alors, le fait de se dire qu'on va mourir dans 1 an et qu'on est très très riche, brusquement, ça libère une énergie, on se dit, je peux tout, et puis je me fous de tout. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'on se fout de tout ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'enclenchent? Oui, le fait, vous êtes ramené à l'essentiel, parce que le génie, justement, vous donne une sorte d'éternité, mais c'est aussi l'éternité en vous, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est pour ça que je le dis dans ce livre, d'ailleurs, que la mort est très bonne conseillère. La mort, dans ce sens-là, est peut-être une invention de Dieu pour nous forcer à trouver notre génie. Parce que sinon, si on était éternel, on pourrait passer toute une éternité à passer à côté de soi. Tandis que, comme on sait qu'on va mourir, et même moi-même, j'ai eu des épreuves terribles dans ma vie, mais ça m'a poussé dans mon génie, parce que je me dis, mais finalement, la vie est tellement courte, mais j'ai pas le temps, il faut vite que j'aille à l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Ce qui est essentiel, c'est ce qu'il y a d'unique en vous. Alors, il y a eu un très grand surréaliste, André Breton, qui l'a très bien dit dans un livre magnifique, d'ailleurs sur le génie. Alors lui aussi, c'est un génie, et qui écrit sur le génie. Il dit, dans Nadja, une phrase extraordinaire, il dit « C'est dans la mesure où je trouve ce qu'il y a de singulier en moi, ce en quoi je ne ressemble à aucun autre être, qu'en même temps je peux apporter le meilleur de moi-même, ce que personne d'autre ne peut apporter, et qu'en même temps je trouve la source de ma vitalité. » Et il y a une dimension de vitalité dans le génie. De vitalité, d'énergie qu'on puise chez soi, qu'on puise dans l'univers, et non pas chez l'autre. On n'essaye pas de se remplir de l'autre ou de prendre quelque chose à l'autre. Non, on est dans sa sphère où on a cette propre énergie. C'est ce qu'on fait naturellement. Beaucoup de gens passent à côté d'eux-mêmes parce qu'ils se disent « Ah ben ça c'est trop facile ». Vous voyez, c'est trop facile. Alors ils ont toujours l'anxiété. Alors c'est là où je dis que le génie c'est pas ce qu'on pense. Par exemple, il y a un très beau film là-dessus, c'est le film sur Mozart, où on voit cette personne qui est jalouse de Mozart et qui veut à tout prix avoir le même génie que Mozart. Et lui-même. Alors ce qui est extraordinaire dans ce film, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que vous avez un génie évident, Mozart, et il y avait l'autre qui est jaloux, mais qui est génial de jalousie. Alors, faut-il exprimer son génie si c'est le génie de la jalousie? Je ne sais pas. Non, mais qui même dans sa jalousie exprime son génie. Je ne dirais pas que la jalousie est son génie, mais il est tellement incroyable, même dans cette sorte de confusion, il ne peut pas s'empêcher d'être lui-même. Et lui-même, il est tout de même un personnage incroyable. Sauf que, justement, il l'assume pas. Peut-être qu'il n'est pas du tout musicien, qu'il est cuisinier. Ou que c'est un très bon meurtrier, puisqu'il va tuer finalement Mozart de manière extrêmement subtile. Et... Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun a son génie. Bon, j'espère il faut mieux avoir des génies positifs, là aussi. Même Landru peut servir à quelque chose. Alors, non, attention, nous sommes sur des terrains glissants.
Alors là, et aussi, ça c'est un sujet très intéressant, c'est que je pense que tous les génies sont finalement positifs. Ça c'est sûr. Il y a toujours, si vous voulez, il n'y a qu'une manière où le génie devient négatif, c'est lorsque vous le refoulez. D'ailleurs, c'est la base de la psychologie, hein. C'est quand vous refoulez quelque chose. Donc quelqu'un, cet élan vital en vous, qui est votre propre génie, si vous le refoulez, petit à petit, il devient mensonge, il devient malheur, il devient souffrance. Bon. Par contre, c'est vrai que la manière dont va s'exprimer ce génie, cette singularité, elle est toujours très étrange et elle fait peur. Et c'est là où l'affrontement avec la part d'ombre qu'on a à l'intérieur de soi est clé aussi pour trouver son génie. Parce que ce qu'on appelle l'ombre, c'est très souvent l'endroit, un peu comme d'ailleurs Cocteau le dit, c'est un peu l'endroit où est enfoui le génie, si vous voulez. Et tant qu'on n'a pas assumé sa part d'ombre, on n'a pas complètement assumé son génie. Visiter sa part d'ombre pour trouver sa lumière. Voilà, exactement ça. Je crois que là il y a un élément de transmutation complètement essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on n'est pas obligé de tout nous révéler, parce que c'est décrit de manière extrêmement complète dans votre livre, donc nos auditeurs retrouveront ça là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour effectivement trouver leur génie? Le génie, c'est quoi? C'est quand on se sent bien, aligné, en cohérence avec soi, qu'on sent que les choses sont fluides dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, qu'on est dans un état de bonheur. Est-ce que ça peut être une clé, ça, déjà? Oui. Alors, en général, quand une des clés, c'est pour ça qu'après cet exercice, on se dit, voilà, si j'étais très riche, si j'allais mourir, qu'est-ce que je ferais? C'est une question de libérer les barrières et de retrouver une sorte de faire un reset, il y a une dimension de reset. Une autre manière, c'est aussi de raconter sa vie, de prendre un journal, de raconter sa vie, de trouver les endroits où justement on était heureux, où c'était fluide, etc. Parce que c'est des signes que là, on était un peu en phase. Or, tous, on le connaît, ça. On se met à jouer du tennis, et puis hop, on n'a jamais joué du tennis. Mais qu'est-ce qu'on est bien à jouer du tennis, ou du baseball, ou du bateau? C'est un signe, ça, c'est qu'on est bien. Ça vaut le coup d'aller regarder un peu là-dedans. Donc on peut regarder dans notre propre histoire, dans notre propre les mythe, moments où on s'est senti bien, où ça redevenait fluide, et tout ça, se dire... Où c'était essentiel, où c'était bien vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Alors la part d'ombre, c'est typiquement ça. Par exemple, la part d'ombre aussi, c'est que, vous découvrez que vous vous sentez très bien quand vous écoutez de la musique, quand vous faites de la musique, tout ça. Mais dans votre famille ou dans votre milieu social, les musiciens, c'est des saltimbanques. Évidemment, vous allez tout de suite projeter sur votre génie ce jugement. Ah, oui, je suis un saltimbanque. Alors, donc je vais faire autre chose, je vais devenir expert comptable ou ingénieur. Je vais devenir expert comptable et puis surtout, je cache que je suis bon. Or, il est évident que quelqu'un qui joue mal la musique, ça ennuie tout le monde. Voir dans Astérix le barde qui est tout le temps mis de côté. Mais peut-être d'ailleurs qu'il joue bien et qu'il est trop génial pour les gens qui entendent. Peut-être que c'est le Béla Bartok. Voilà, c'est ça, mais c'est un génie ou c'est insupportable. Mais aussi, tout simplement, vous pouvez très bien être dans un milieu où on n'aime pas la musique. Vous voyez ce que j'ai. Et donc, tout le problème, c'est un peu à chaque fois, pour chaque individu, la même difficulté qu'une petite herbe qui doit passer à travers le béton. Tout de même, la société n'est pas toujours prête à recevoir votre génie. Alors le génie, c'est l'instant ou le moment ou la sphère dans laquelle on est bien ou dans laquelle on est doué? Alors c'est un peu les deux, mais le don vient en travaillant. Vous voyez, c'est pour ça aussi que là, il y a une sorte d'inversion qu'on fait très souvent dans l'éducation, c'est que tu es mauvais dans un endroit, il faut que tu travailles là-dessus. Bon. Alors, on travaille, on arrive qu'à être médiocre. Ça me fait plaisir. Ça te fait trop plaisir, c'est le péché. T'as trop de plaisir à jouer de la musique, c'est pas sérieux. Il faut que tu fasses des maths, c'est ça qui est sérieux, la société te reconnaîtra. Et le pauvre gars, il fait des maths, et puis il est un mathématicien médiocre, ça n'intéresse personne. Bon. Et il jouerait de la musique. Brusquement, là, il se sentirait plein d'énergie, il ferait 10 heures de musique par jour, et puis à la fin, il deviendrait un grand musicien. Et tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, les musiciens de son temps, ou les gens sensibles à la musique, le reconnaîtraient, il peut avoir une vie extraordinaire, et extraordinairement reconnue. Mais encore faut-il qu'il traverse sa part d'ombre,
notamment tous les jugements que lui a projetés sa famille, tout ça, qu'il accepte de travailler. Et effectivement, comme on dit aussi, et ça c'est vrai, le génie c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Il reste que même quand vous découvrez votre génie, il faut encore le travailler pour le déployer. Mais alors ça, c'est quelque chose qui est important que vous dites, c'est que finalement, on a tous cette part de génie en nous et qu'il faut la cultiver. On part pas tous de du même niveau, etc. Mais on a tous des embryons du génie qui va s'exprimer, qui peut s'exprimer à un endroit. C'est ça qui est extraordinaire, je pense, c'est que chaque personne a vraiment un génie singulier. Mais le problème, c'est le dernier mot, singulier. C'est-à-dire que, oui, chaque personne a son génie, et en plus, justement, c'est à la fois la richesse et la difficulté, il est singulier. Donc, parfois, par exemple, j'ai parlé de musique. Bon, quelqu'un a le génie de la musique. Bon, ok. La vraie question, quand vous donnez Béla Bartók ou Mozart, c'est qu'il faut non seulement avoir le génie de la musique, mais avoir le génie de sa musique. Mozart, il invente une musique qui n'a jamais existé, qu'on n'a jamais entendue avant. Bartók aussi, ce qui fait que parfois ils sont rejetés, justement. C'est-à-dire que c'est à la fois dans un secteur, mais c'est aussi dans ce secteur oser la différence, vous voyez ? Oser l'expression de sa différence. Alors, vous parliez d'Einstein tout à l'heure, on a pu voir, il avait été mis au banc de la communauté scientifique. Oui, alors en affirmant sa différence. C'est très étrange parce que vous avez très souvent, alors beaucoup moins, plus l'histoire s'accélère, plus on valorise la créativité, tout de même on est une époque où on valorise extrêmement la créativité, plus un génie est susceptible d'être accepté. Alors, ce qui est très étrange, en tout cas historiquement, c'est la manière dont les génies se reconnaissent entre eux. Par exemple, vous avez 3 génies au début du siècle, 1913, totalement inconnus du reste des hommes, des 1 milliard, parce qu'à l'époque on était 1,5 milliard, on était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Et il y a 3 génies qui ont totalement transformé la pensée, l'art, la science de leur siècle. C'est Freud, Einstein et Kandinsky. Kandinsky, première toile abstraite, Einstein, théorie de la relativité, et Freud, théorie de l'inconscient. Alors, Freud, il avait tout piqué aussi à Nietzsche, on peut peut-être... oui, non, mais après, le fait... Mais alors là aussi, c'est pareil. L'époque était riche, alors peut-être qu'il y a des époques qui sont un peu plus favorables à l'émergence ou la reconnaissance du génie, période généralement de crise, de transition, de remise en cause des modèles de pensée précédents. Mais ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que ces 3 génies se connaissaient alors qu'ils étaient encore inconnus. Et ça, je l'ai retrouvé très souvent. Alors, comment en plus ils se connaissaient ? Parce qu'il faut aller trouver Freud, aller trouver Einstein, il faut les... il y a une sorte de... Les génies s'attirent, si vous voulez. C'est vrai qu'on est un petit milieu, on se rencontre finalement assez souvent, on se fait des petites bouffes entre nous. Voilà. On plaisante. Non, mais je sais pas, c'est très curieux, c'est une vraie question, parce que si vous voulez, c'est comme un mouvement brownien, mais je pense que c'est presque de la télépathie. Je crois que les génies, ils sont un peu guidés, et en même temps qu'ils font ce pas vers eux-mêmes, les autres se révèlent, et le hasard les aide aussi. Enfin, il y a aussi, c'est difficile à comprendre pour la plupart des gens qui vivent dans le monde trivial, mais il y en a un certain nombre quand même qui vivent dans le monde trivial. Voilà, donc, mais c'est quoi le monde trivial d'ailleurs ? Le monde trivial, c'est ce monde du mimétisme où tout le monde se ressemble et conformisme, comme un certain psychologue l'ont très bien expliqué, le monde de la normose, qui est peut-être la maladie la plus terrible, parce que la normose. On meurt de normose. Bon. Mais c'est vrai que quand vous êtes quand vous franchissez ce pas, qui est vraiment le pas de la transmutation, de la conversion, parce que vraiment tout s'inverse, c'est vraiment, et puis tous les contes de fées parlent de ça en fait, et l'alchimie et tout ça, c'est vraiment transformer le plomb en or. La sublimation, tout ça. Quand on fait ce pas, d'abord comme vous l'avez très bien dit, au début c'est pas facile, mais après peut-être ça devient un peu plus facile, mais surtout, ce qui nous vient en aide, c'est des miracles. C'est-à-dire que la vie devient miraculeuse, il y a des véritables miracles. Alors d'abord on rencontre d'autres génies, mais on les rencontre. Par exemple, moi j'arrive à New York, j'ai 25 ans. Bon, j'ai aucune chance de rencontrer à New York sans doute la personne le plus géniale de tout New York à ce moment-là, qui est Andy Warhol. J'ai aucune chance de le rencontrer. J'ai 25 ans, je suis totalement inconnu. Lui, il est à peine connu. Bon. Et voilà Vous le connaissiez non, au je ne connaissais pas. Non, même pas. Et voilà Tipa que j'arrive dans un restaurant pour aller prendre mon McDo.
hamburger américain qui était un des premiers que je mangeais, etc. J'étais tout ébahi de cette nourriture nouvelle pour moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de McDonald's et tout ça. Et il y a un gars qui s'assied à côté de moi et je lui dis, bon, alors comment tu t'appelles? Bon, il me dit, Andy, moi Michel, bon. Toi. Et puis, on commence à manger notre hamburger, et puis je me dis, tiens, c'est les Américains, ils mangent mal, tout ça, parce qu'ils bavaient un peu. Ils n'ont pas la prestance. Alors moi, j'étais très chic et tout ça. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je fais des petites peintures, tout ça. Bon, moi aussi, ça c'est bizarre. Et puis, bon, voilà. Et puis, j'ai découvert ce qu'il faisait, et ça a totalement. Alors moi, je venais de l'école de Paris, j'avais fait les Beaux-Arts, j'avais appris la peinture du 18e, l'art moderne, bien sûr, avec Gustave Chingier, qui était un des plus grands artistes français. Mais alors, j'étais à des kilomètres, et puis, brusquement, cette personne, exactement comme Alice au pays des merveilles, vous rendez compte, la chenille, voilà, c'est comme la chenille qui fume un être étrange, vous voyez, et c'est vrai que tout de suite, j'ai vu qu'il était très étrange. Alors comme moi, j'adore les gens étranges, je me suis dit, ça y est, bon. Et on dit, bon, alors, c'est tout de même un des plus grands artistes. Alors, quand je me dis rétrospectivement quelle chance j'avais rencontré et aucune chance, si vous voulez, mais c'est des miracles. Et quand vous osez vivre ce miracle en vous, qui est votre génie, à ce moment-là, votre vie devient miraculeuse. À partir du moment où on s'accepte, on se trouve, où on élève nos niveaux de conscience, etc., il y a un certain nombre de synchronicités tout à fait jungiennes qui se passent. Voilà, les choses arrivent, ce que vous baptisez les miracles. On rencontre les gens arrivent. Et si on n'avait pas cette aide des miracles, évidemment, on n'aurait aucune chance de survivre. Parce que, et c'est très bien dit, d'ailleurs, moi j'aime bien... je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit à quoi que ce soit, vous voyez. Donc, quand je parle de Jésus-Christ, c'est exactement comme pour moi Jésus-Christ, Andy Warhol, tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ou Sartre. Pour moi, Sartre c'était un homme extraordinairement spirituel, bien qu'il était existentialiste et qu'il paraissait. Mais l'important, c'est d'oser une pensée, bon. Et ce que j'aime bien dans Jésus-Christ, c'est qu'il a osé une pensée. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est ça. Bon. Eh bien, lui-même, il l'explique très bien. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'esprit, si vous êtes au cœur de votre esprit, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez soulever des montagnes. Et c'est tout à fait juste. Et ce qui fait aussi que les personnes ne comprennent pas. Les personnes qui sont dans le mimétisme et qui sont enfermées dans une rationalité, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais ce gars-là, il est bizarre. Et moi, vu toutes les bêtises qu'il fait, il devrait être à la rue. Mais il réussit extraordinairement bien. Mais comment ça se fait? Parce qu'il n'a pas fait Polytechnique, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait d'études, il n'a jamais fait rien de sérieux. On dirait qu'il s'amuse tout le temps. Et il réussit d'une manière extraordinaire. Mais c'est parce qu'il est ancré dans son génie. Et le génie, c'est pas quelque chose de sérieux non plus. Hein. C'est très gai le génie. C'est une sorte de joie de vivre. C'est quelque chose qui nous porte, une joie de vivre, quelque chose qui nous porte, qui est intuitif et qu'on doit réaliser. Alors c'est intéressant. Dans le livre, vous abordez même la question de la dimension non pas religieuse mais spirituelle, qui est celle finalement de cette interrogation existentielle. Que suis-je venu faire sur Terre? Et finalement, s'interroger sur le génie, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux apporter à la planète, à l'autre, à l'humanité? Et vous nous dites d'ailleurs que le génie, c'est simplement être et s'ouvrir au mystère du monde. Peut-être retrouver le côté merveilleux des contes d'enfance, le côté... Mais tout est possible si on le fait avec joie, avec ouverture, générosité et amour. Oui, alors, quand on parle par exemple beaucoup de générosité, bon, pour être généreux, les gens oublient très souvent, ou l'oublient pas du tout, au contraire, ils le savent très bien, qu'il faut être riche. Bon. Et souvent pour être riche, il faut être radin. Donc, finalement, on s'en sort pas. Et puis, une fois que vous avez donné, vous avez pu. Bon, tout ça. Et donc, la seule véritable richesse qu'on a, c'est pas l'argent, c'est justement ce génie. Parce que ce qui est caractéristique du génie, c'est que vous avez envie de le donner. Vous voyez, par exemple, moi, quand je suis en dehors de mon génie, par exemple, on me demande de faire quelque chose qui n'est pas dans mon génie. Ben ça, même quand on me paye, d'abord, ça m'ennuie. Et puis, deuxièmement, je suis laborieux, et puis à la fin, je le fais mal. Et en plus, on me tape sur les doigts, et ça ne m'intéresse pas, et tout ça. Bon, Alors, je suis dans mon génie. Le signe de mon génie, c'est déjà
je le dis toujours, déjà, si on vous paye pour faire quelque chose, ou si vous avez besoin d'être payé pour faire quelque chose, c'est que vous êtes loin de votre génie. Dans le génie, moi je dis toujours, et d'ailleurs toute ma vie j'ai vécu comme ça, c'est fantastique, moi je viens à cette émission, mais moi je serais prêt à payer très cher pour venir à cette émission, tellement je suis content de parler, de trouver son génie, vous voyez. Ça me plaît. Si j'étais riche, je développerais plein d'émissions de radio comme ça, juste pour parler du génie, vous voyez, je payerais très cher, des milliards et tout ça. Et c'est gratuit, c'est notre génie, notre générosité. C'est un don, c'est cadeau. Et vous avez envie de le donner. Vous avez envie de le donner. Et alors en plus, c'est vrai que comme vous êtes génial, eh bien les gens à ce moment-là commencent à vous donner de l'argent et vous dites non, mais non. Je m'amuse, mais vous me payez alors que je m'amuse. Mais c'est cette sorte de renversement qui change tout. Et quand vous êtes ancré dans votre génie, vous pouvez devenir vraiment, vous êtes doué, mais vous pouvez aussi donner parce que vous avez une source de richesse infinie. Et là aussi, c'est là où je pense qu'il faut dépasser la notion d'argent, parce que très souvent aussi, ce qui bloque les gens, c'est qu'ils se disent, est-ce que je vais gagner de l'argent ou est-ce qu'on va me payer pour ça? Or, c'est vrai que votre génie, comme il est singulier, il ne rentre pas dans l'économie classique, si vous voulez. Alors, ils le rendent parfois à un moment donné, une fois qu'il est révélé, mais au début, vous faites du free jazz. Bon, personne ne connaît le free jazz, vous êtes le premier à faire du free jazz. Vous êtes un génie qui avait inventé le free jazz. Tout le monde va dire, surtout pas ici. Cache-toi, va dans une cave, qu'on t'entende pas. Bon, voilà. Alors, si vous êtes intéressé par l'argent, vous dites, j'abandonne ça tout de suite. Mais maintenant, si vous êtes ancré dans le génie, je sens que c'est là, vous jouez pour les rats, mais ça vous fait plaisir. Et un jour, eh bien, par petits chuchotements de rats, les rats parlant de temps en temps, il y a un miracle, il y a un gros rat qui sort et qui dit au président des États-Unis, j'ai trouvé un génie. Alors le président des États-Unis qui cherchait une manière de remettre les États-Unis sur la bonne route, suit le rat et découvre dans la cave un pauvre être qui est en train de jouer du free jazz. Et hop, il le sort de sa cave. C'est ce qui arrive, en fait, c'est une métaphore de l'underground. Et à ce moment-là, cette personne va gagner des milliards. Mais c'est déconnecté avec l'argent. C'est un élan. C'est de toute façon, à partir du moment où on est aligné, où on est dans sa sphère de génie, les choses se passent, arrivent, même s'il faut attendre. Même si ça ne se produit pas. Et même s'il ne se passe rien, ça ne fait rien. Etc. C'est pas grave, ça arrivera, et puis de toute façon, ça participe de notre Voilà, c'est évolution. ça. En plus, je pense qu'il faut même arriver à cet état où il faut presque accepter. Alors, c'est parfois très dur, hein, parce que moi, j'ai connu évidemment des génies qui ont réussi, parfois, comme Andy Warhol, qui ont réussi d'une manière extraordinaire, parce que. Et durant leur vie, mais il y a aussi des génies qui toute leur vie, comme Van Gogh par exemple, vont rester inconnus. Mais sincèrement, il reste une trace Internet. Parce qu'il y a une viscéralité, il y a quelque chose d'honnête, d'intime et qui est effectivement qu'on reconnaît comme essentiel, comme beau, comme juste. À chaque fois, c'est parce que c'est unique. Il n'y a jamais eu personne. Alors après, il y a des copistes, il y a des gens qui peuvent faire copier Andy Warhol ou copier Van Gogh. Mais ils ont amené quelque chose d'unique, donc de totalement précieux, de totalement extraordinaire. Et je pense aussi que les génies, si vous voulez, on est dans une époque très matérialiste, mais les génies, ils n'apportent, même à travers tous les objets qu'ils créent, c'est pas la question de l'objet qui crée qui a de la valeur, c'est le nouveau regard que révèle ce génie. Et c'est ça, c'est pourquoi Mozart. C'est qu'une fois que vous rentrez dans le monde de Mozart, vous voyez le monde d'une manière nouvelle. C'est pas simplement la musique de Mozart que vous avez appris. Vous avez appris à regarder le monde. Tout ce que vous vivez dès lors est réenchanté. Alors justement, c'est quelque chose que vous mettez bien dans le livre. Vous dites « le génie est un regard ». Einstein disait d'ailleurs « on ne peut résoudre un problème fondamental avec les modes de pensée qui l'ont créé. C'est le propre du génie d'apporter un regard venu d'ailleurs sur les choses ». Alors on a une petite citation que vous mettez en exergue de Luc Ferry, pour une fois, il nous dit quelque chose d'intelligent, enfin ça peut arriver même, il dit souvent des choses intelligentes, pas que, mais souvent des livres de Luc Ferry. D'ailleurs c'est l'ancien ministre de l'Éducation, et je pense que c'est un des ministres de l'Éducation qui avait le mieux compris justement cette évolution
de l'éducation nécessaire. Mais enfin bon, ceci dit, après comme certains l'ont dit, il s'est confronté au mammouth. Alors le mammouth, il va falloir révéler le génie du mammouth, ça c'est quelque chose. Alors Luc Ferry, dans Qu'est-ce qu'une vie réussie en 2002, écrivait: par où l'on voit encore à quel titre la notion de singularité peut et doit être attachée directement à l'idéal de la pensée élargie, en m'arrachant à moi-même pour comprendre autrui. En élargissant le champ de mes expériences, je me singularise puisque je dépasse tout à la fois le particulier de ma condition individuelle d'origine pour accéder sinon à l'universalité, du moins à une prise en compte chaque fois plus large et plus riche des possibilités qui sont celles de l'humanité tout entière. Ça, c'est en tête du chapitre que vous avez baptisé « À la rencontre du génie de l'autre ». Alors, la rencontre du génie de l'autre, c'est la base de l'altérité de cette nouvelle société ? C'est quoi? Comment on fait et qu'est-ce que ça permet d'induire dans les rapports, dans le rapport à l'autre et au monde? Ça change tout. Parce que vous voyez, en psychologie, on sait, en sociologie, quand on étudie, on pose des questions, la chose dont soufflent le plus les êtres, des milliers d'êtres, ils vous disent, voilà, écoutez, j'aimerais bien rencontrer l'amour de ma vie, etc. Bon, ça c'est tout de même la recherche d'un autre qu'on va aimer. Alors il dit, je sais pas pourquoi, mais alors ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Et la clé de ça, de cette souffrance de la rencontre de l'autre et de la difficulté que ça marche, entre guillemets, c'est beaucoup lié à ça. Alors on leur demande pourquoi ça marche pas. Il est parti, il m'a dit que je l'ennuyais, ou alors c'est l'inverse, je pars parce que il m'ennuie, vous voyez. Et on leur dit, mais est-ce que vous avez passé un peu de temps avec vous-même? Alors l'autre, non, mais je cherche de rencontrer l'autre, pas moi-même. Et il y a cette idée toute simple pourtant, que si vous n'avez pas passé du temps avec vous-même, si vous n'avez pas révélé votre génie, eh bien vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressant. Et vous allez constamment vous confronter à d'autres gens qui n'ont aucun intérêt eux non plus, puisqu'ils sont dans le mimétisme, ils n'ont jamais... Alors, vous voyez, ça donne ces couples qui sont l'un à côté de l'autre, on les voit, les restaurants en sont peuplés, ils sont là, ils n'ont rien à se dire, ils se regardent comme ça, Alors heureusement, il y a tout de même l'attachement biologique, sexuelle, l'attirance sexuelle, disons primaire, qui fait que il se passe quelque chose. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on se demande ce qu'ils feraient ensemble. Et comme on n'est pas que des animaux, on s'ennuie à un moment donné, notre partie humaine s'ennuie. Or, la rencontre de deux êtres humains, c'est pas ça, c'est la rencontre entre deux génies. Et les deux génies, quand ils se rencontrent, ils font quelque chose qui est fantastique et beaucoup plus intéressant que le sexe, c'est le suprasexe. Et c'est extraordinaire. Le suprasexe, c'est, si vous voulez, le plaisir de deux âmes, non pas de deux corps, de se rencontrer et de co-créer ensemble. Et ça, c'est fantastique, c'est un plaisir extraordinaire. Au fond, le plaisir de l'amour, ce n'est que le plaisir de ça appliqué au champ physique. Mais imaginez que vous transposez ce bonheur de l'union au niveau de l'âme, deux âmes qui se rencontrent et qui créent ensemble. Et vous avez quelques histoires, d'ailleurs, dans l'histoire de France et tout ça, et qui sont ce moine qui rencontre Héloïse et Bayard, c'est ça. Alors en plus, c'est ça à une époque où on était tout de même on n'avait pas encore beaucoup épilogué sur le génie, mais c'est typiquement une rencontre de deux âmes et qui se mettent à faire l'amour, non pas simplement physiquement, mais au niveau de l'âme. Et ça, c'est une énergie extraordinaire. Et moi, c'est pour ça que j'adore les génies, parce que quand je trouve un autre génie, je fais du suprasexe avec lui. Et c'est génial. Je vous défends de faire du suprasexe avec moi. Donc on n'est pas là pour ça. Échangeons. Non, mais je vous détournerai. N'ayez aucune peur. J'y réussirai. Soyons simplement, donc, dans les Grecs baptisaient ça l'agapé, et c'était la différence d'ailleurs qu'ils posaient entre l'éros, philia ou
où Philet et Agapé, où l'Agapé était non pas ce suprasexe, mais cet amour effectivement incommensurable du divin en soi, du divin en l'autre ou du génial en l'autre. C'est ça effectivement, et comment on peut baser une nouvelle civilisation sur cet agapé, en étant nous-mêmes remplis de cet amour, et puis en le véhiculant, en le donnant et en le recevant de l'autre et des autres. Tout à fait. Alors et ça, c'est tout de même quelque chose qui est en train de se passer, entre ma naissance et je pense que quand je regarde, j'étudie l'histoire dans le passé, tout ça, on voit bien. Alors, il y a eu toujours quelques personnes qui avaient cet éveil et qui vivaient cela. Mais c'était des personnes tout de même qu'on regarde statistiquement extrêmement rares. Moi, j'en ai un que j'aime beaucoup. C'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix. Alors la rencontre de Saint Jean de la Croix avec la femme là qui avait tendance à s'envoler. Toutes les nonnes devaient s'accrocher. Ce qui était tout de même une belle image de son... comment elle s'appelle? Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Alors là, la rencontre de Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, alors là, comme rencontre extraordinaire aussi de deux génies et de l'extraordinaire dynamique que ça peut créer. Mais alors, vous imaginez ça maintenant sur 7 milliards de personnes, parce qu'au fond, on peut très bien imaginer que l'humanité tout entière s'éveille à son génie. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer de la même manière que l'eau se met à bouillir. Vous voyez, c'est tout un peu bizarre. L'eau se met à bouillir, se transforme en vapeur, c'est un autre état de la matière. Je crois que l'être humain est en train d'atteindre un nouveau... l'humanité tout entière est peut-être en pré-ébullition, alors bon, peut-être avec le réchauffement climatique ça va aider. Ça va faire bouillir le sang et voilà, peut-être les cerveaux et les consciences. Et là, on est confronté à une situation planétaire qui est tellement limite, où il faut tellement devenir créatif et génial si on veut s'en sortir, que l'humanité... qui avait ça, qui a toujours eu ça en lui, parce que quand vous regardez, tous les textes parlent de ça, d'une manière très différente selon les cultures. Mais il y a toujours cette aspiration à ce réveil, à cet éveil de la conscience et à brusquement cette libération de l'être dans sa véritable splendeur. Bon. Il y a plein de métaphores de ça dans toutes les cultures. Bon, les anges, évidemment, dans la culture occidentale, mais on va les retrouver, par exemple, le dragon dans la culture, en alchimie, la transformation du plomb en or, qui est une très belle transformation, parce que c'est effectivement, brusquement, le plomb qui est lourd, qui est gris, qui devient brillant. Et c'est tout à fait... se remplir de lumière et se transformer. Voilà, et donc... mais on peut... Ce qui est en train de se passer, je pense, et que je sens dans toutes mes cellules, parce que aussi les cellules peuvent devenir géniales. C'est-à-dire que vous voyez, comment on dit, c'est à tous les niveaux d'échelle. C'est-à-dire que les cellules vont devenir géniales, les individus devenir géniaux. Moi, je trouve que les animaux sont en train de devenir géniaux, et les pays vont devenir géniaux, parce que chaque culture a un génie propre, qui était aujourd'hui, qui était d'abord refoulé, et puis en plus on se battait les uns contre les autres. Mais si on arrêtait de se battre et qu'on assumait pleinement notre génie et qu'on donne à l'autre, mais quelle planète on pourrait faire? Mais ça serait extraordinaire, ça serait et ça changerait tout. Vous voyez, et je trouve que la métaphore de la guerre, c'est vraiment moi je me suis tué, donc je te tue, voilà. Hein, parce que quand vous tuez votre génie à vous-même, c'est terrible. Hein. Donc, alors là, je te laisse pas vivre. De supprimer l'autre. Alors que si je révèle mon génie, là, j'accueille l'autre dans sa singularité. Je lui donne vie aussi. Il y a cette sorte de transmusion où mon génie te donne vie à ton génie. Alors ça, c'est quelque chose d'important aussi, qu'on voit, qui est très représentatif d'ailleurs de notre société, où chacun d'entre nous est sur la question du sens. On cherche le sens. Mais finalement, la réponse, c'est peut-être le génie. À partir du moment où on a trouvé son génie, on ne cherche pas de sens à la vie, puisqu'on a trouvé ce en quoi on est bon, ce qu'on doit exprimer vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde. Donc, trouver son génie, c'est peut-être simplement être ce pour quoi on est fait, et puis accepter que l'autre s'exprime également. C'est certain que la recherche du sens est en fait une aspiration à trouver son génie, ça c'est certain. Bon, c'est vrai qu'au début on ne sait pas
on ne sait pas très bien ce qu'est le génie, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, etc. Enfin, l'humanité a mis beaucoup de temps à apprendre tout ça. Mais enfin, la manière la plus primitive qu'a l'homme, dès l'origine finalement, et c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, de poser la question de son génie, c'est la recherche du sens en fait. Et qui va d'ailleurs lui donner le sentiment de plénitude, de la plénitude, bonheur, mais aussi de la mort. C'est-à-dire que je crois que le sentiment de mort, le sentiment de la prise de conscience de la mort, il naît en fait de cet être qui est porteur de singularité et qui doit l'exprimer avant la mort. Et s'il ne le fait pas, il est doublement mort, quoi. Donc finalement, trouver son génie, ça apporte le sens, ça permet de s'exprimer et d'être heureux. Alors pour conclure, une citation, une devise, moi je quelque pense chose que vous voulez transmettre. On peut, de manière très basique, je reviens très terre à terre. J'ai créé ce matin un petit groupe, parce que trouver son génie, c'est très bien de le faire en groupe. Hein. Donc j'ai fait un petit groupe pour tous les génies de la planète, alors, qui vont venir s'entraider, échanger leur génie. On peut le faire à chaque instant. Donc sur Facebook, j'ai fait un petit groupe Trouver son génie. Alors Trouver son génie par Michel Salofkost. Montrez votre exemplaire. Voilà. Donc, alors il y a le livre qui est très utile, qui permet de vraiment trouver son génie. Avec plein d'exercices pratiques qui sont très bien faits. Ça se lit vite, mais ça demande un petit peu de travail personnel, mais c'est vraiment très très bien. Et il y a un groupe sur Facebook pour les gens pour se mettre ensemble, s'entraider. Et aussi, on fait de temps en temps un séminaire dans des endroits extraordinaires. Alors, on essaie de révéler aussi le génie des endroits. Alors, on essaie de trouver des endroits qui sont assez étonnants, comme le désert ou une île, ou des lieux un peu étonnants. Et on se met ensemble et on s'entraide à trouver notre génie. Voilà. Alors, on va terminer sur un petit poème de Karine Dartig-Pérou qui s'appelle « Trouver son génie ». Alors, elle nous dit « Trouver son génie, c'est un peu comme trouver son destin. C'est appliquer, après l'avoir trouvé, du sens à son projet. Trouver son génie, c'est un peu comme trouver son destin, c'est chercher au fond de soi le secret caché, faire la part du vrai et du sacré. Trouver son génie, c'est un peu comme trouver son destin, c'est accepter ses émotions pour mieux les dépasser. Trouver son génie, c'est un peu comme trouver son destin, c'est révéler son être au-delà du paraître. Trouver son génie, c'est finalement être, tout simplement. Alors, trouver son génie, à vous maintenant.